everybody over 18 years old? Because what you're going to see now is sexually explicit. Now, if at any point there's something you really don't want to watch, just cover your eyes like this and it'll pass, okay? And please try to keep an open mind until the very, very end because I would like to take you on a whole journey. All right? Okay, Guido, they're ready now. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui cherche des passages secrets entre les images. Un épisode un peu spécial à ne pas laisser apporter des oreilles sensibles, si tant est que ces oreilles sensibles aient supporté les précédents épisodes de Bizarroïde. J'accueille Petra Von Schatz, coordinatrice d'intimité et actrice X, que le public nocturne de Canal+, a pu admirer en rôle principal dans Chronique d'un été, réalisé par Anouchka et diffusé le mois dernier. Le parcours de Petra dans le X sera prochainement au centre du documentaire Vivre de l'intime, et dans le cadre de son collectif de création porn La Branlée, mon invité organise le festival de films érotique et pornographique Nikon, dont la première édition se tiendra au cinéma La Clé à Paris au mois d'avril. Une actualité chargée qui m'a convaincu d'inviter Petra à partager ses réflexions et ses émotions autour d'un cinéma dont on mésestime trop souvent la créativité et la diversité. Hi, welcome to the Pink Pussycat Cinema. I'm Annie Sprinkle, and I'm a porno starlet. And tonight, I'm going to be sharing with you all my intimate film diary. I'm so excited and I'm so glad you're here. We are going to have such a good time. You're probably wondering, well, how did such a nice girl like me end up in porno? Well, it all started with popcorn. Bonsoir Petra. Bonsoir. Tu as choisi 3 films avec lesquels on va s'interroger, on va discuter de la pornographie, plus précisément je dirais des représentations explicites de la sexualité à l'écran, des sexualités dans leur diversité, on va le voir. Je te propose qu'on commence par les 2 longs métrages, il y a 2 longs métrages, un court métrage, les 2 longs métrages qui tiennent davantage de la forme documentaire et le court métrage qui est un court métrage clairement de fiction. Ça nous permet de traiter les films dans l'ordre chronologique et justement de voir se dessiner une évolution de ces représentations et une évolution de notre rapport à ces films et à ces images. On va commencer par Her Story of Porn de Carol Lee et Annie Sprinkle, réalisé en 1999. Annie Sprinkle qui est une actrice porno qui est là depuis le tout début du porno. Je me demande même si elle est pas là avant la légalisation même du porno. Je crois qu'elle est là depuis 72-73. Je suis même pas sûr que le porno était encore totalement légal aux États-Unis. Donc c'est vraiment une pionnière du porno avec Linda Lovelace, le nom le plus connu de cette époque, c'est clairement Linda Lovelace, puis Marilyn Chambers. Est-ce que tu peux nous faire un pitch ou plus précisément nous présenter le concept de ce documentaire? En gros, Her Story, c'est un film qu'elle a fait elle-même qui retrace son parcours d'actrice porno. C'est fait de manière assez humoristique parce que c'est elle sur un fond vert et plusieurs scènes un peu de toute sa carrière et elle explique un peu toutes les phases par lesquelles elle est passée. De manière très drôle. Ça lui ressemble énormément quoi. Ça ressemble à son personnage un peu loufoque et c'est un film que j'aime particulièrement justement pour je pense la bonne introduction que c'est à l'histoire de la pornographie aussi d'une certaine manière je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant de voir ce film pour parcourir presque 30 ans, 25 ans, donc on est en 99, on va dire qu'on parcourt 25 ans, 2 décennies et demie de porno américain, avec justement comme guide dans ce parcours Annie Sprinkle, qui est une actrice moi que je connaissais mal, Annie Sprinkle, qui donc si j'ai bien compris là avec le rôle qu'elle joue en s'adressant à nous public, c'est à peu près le type de rôle qu'elle a d'habitude dans le porno, qui est un peu l'ingénue, un peu la ravissante idiote, qui parle avec une petite voix au perché, comme ça, enfantine, très gamine. Elle dit d'ailleurs au début, dans ses premiers films, qu'on lui a demandé de mettre des couettes pour se rajeunir, pour faire vraiment femme-enfant. Donc oui, c'est intéressant de parcourir ce cinéma porno américain et passer effectivement par différentes époques de sa carrière. Toi, c'est ça qui t'a intéressé dans le parcours, c'est aussi le parcours de cette femme-là plus précisément et elle, comment elle vit cette expérience, je suppose.
chose? C'est vrai que moi, c'est un peu une des figures qui a été marquante dans ma découverte de la pornographie et de tout ce que peut être le porno. Je trouve que justement, Annie Sprinkle, à la fois, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mainstream, qui vient vraiment justement de quelque chose de très codé, un peu, voilà, un peu comme elle raconte sur par exemple, en effet, tous les codes qu'il peut y avoir donnés aux femmes sur le fait de paraître jeune, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours eu, je pense, un intérêt profond pour le genre et de ce fait aussi un intérêt pour l'aspect subversif, etc. et l'aspect artistique de la pornographie. Et elle a fait, résultat aussi, Her Stories le montre très bien, enfin un peu dans tous les pans de sa carrière, mais elle a fait aussi beaucoup de films très artistiques, très déjantés, et elle a été aussi artiste. Elle a fait aussi des performances. Je sais plus si dans Her Stories elle en parle, mais je sais que par exemple moi c'était une des perfs qui m'avait fascinée, où en gros c'était dans une salle où elle se mettait est-ce que le terme est bon, spéculum, outil gynécologique pour ouvrir le vagin, et où en gros c'était une perf publique où tout le monde pouvait aller voir son cervix, son col de l'utérus, et l'idée c'était d'aller voir l'intérieur de son vagin et de voir à quoi ça ressemblait, et c'était une perf à la fois politique mais aussi éducative, et où je trouve qu'en fait elle démontre ce que la pornographie peut être, c'est-à-dire que ça peut être à la fois du mainstream, ça peut être à la fois juste de l'explicite pur, c'est-à-dire voir vraiment la chair, voir vraiment le corps, ça peut être Du de commercial. du commercial, ça peut être plein de choses, et en fait je trouve qu'elle représente bien la pluralité de ce que peut être la pornographie, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a vraiment quelque chose de chronologique. On voit se dessiner la façon dont le porno va évoluer, comment elle évolue. Elle est un peu à l'avant-garde de ça. On sent qu'il y a de plus en plus de choses qui lui sont permises et qu'elle peut justement donc les essayer. C'est quelqu'un qui paraît très curieux, en fait, de nature très ouverte d'esprit. Je pense que c'est ce qui explique son arrivée dans le porno. C'est-à-dire qu'elle est là par curiosité. Mais je pense comme beaucoup de femmes de cette génération sont arrivées dans le porno dans les années 70. Il y avait bien évidemment, alors faut expliquer un peu le contexte du porno. Il y avait la mafia, donc généralement la mafia new-yorkaise qui finançait le porno et qui dirigeait donc les tendances commerciales. Alors comme c'était un système mafieux, faut pas l'idéaliser non plus, hein. Il pouvait y avoir des choses pas très saines et des violences sur les actrices. Donc on avait des prostituées, d'anciennes prostituées qui venaient dans le porno, mais il y avait aussi des jeunes femmes avec une sexualité considérée comme très libre au moment de la libération sexuelle, au moment de la libération des mœurs, de la révolution sexuelle fin des années 60-70, qui je pense sont arrivés dans le porno pour expérimenter ce que c'est d'avoir le regard du public sur soi, de devenir une figure publique aussi d'une certaine façon, à la fois underground, à la fois un petit peu, comment dire, clandestine, parce que bon, on n'a pas tendance à débattre de nos goûts dans le porno comme ça en public en général avec tout le monde et n'importe qui, mais je pense qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient là par curiosité, par esprit d'aventure en fait, et c'est vrai que ça l'amène effectivement à expérimenter des choses différentes. On va pas entrer forcément dans le détail de tout ce qu'il y a dans le film, mais il y a des choses qui tiennent de l'urologie, il y a des choses qui tiennent du sadomasochisme, du BDSM, du bondage, à des moments où moi, c'est vrai que j'étais assez surpris de me dire, il y a déjà des petits films bondage dès 75, 76, je me rappelle plus des dates, mais j'étais très surpris de voir qu'en fait, dès les années 70, le porno, il est déjà organisé, il s'est déjà tagué, enfin comme des tags déjà un peu apparents, Exactement, il y a une ramification comme on a aujourd'hui, tu vois, j'aurais l'impression que ça serait venu beaucoup plus tard. Moi, dans mon esprit, c'était venu plutôt avec l'avènement de la VHS et puis plus tard des premiers sites internet un peu archaïques, mais en fait, ce qui est le porno au moment où elle réalise ce film, fin des années 90. En fait, elle parle du porno 20 ans plus tôt et tu te rends compte que tout est déjà structuré, architecturé par plein de petites sous-catégories. C'est assez étonnant. Et effectivement, comme tu l'as dit, non seulement on a une évolution donc commerciale du porno, on a une évolution esthétique du porno. On a là des images qui sont des images très archaïques, très rugueuses. On est sur du 16 mm, un peu crapoteux, mais on va voir que ça va de plus en plus se perfectionner. Et on va voir aussi que, comme tu l'as dit, politiquement, ça va de plus en plus se perfectionner. J'ai l'impression qu'il y a quand même une bascule avec l'arrivée des années 80. C'est là qu'elle commence à parler de ses performances live. Je crois que c'est début 80. Et c'est là que, je sais pas dans son parcours, mais c'est aussi peut-être parce que elle vieillit et que je crois qu'elle est née en 54, si je dis pas de bêtises, Annie Sprinkle. Oui, je crois que c'est ça. Donc elle a à peine 20 ans, même pas tout à fait 20 ans, je crois qu'elle dit qu'elle a 19 ans quand elle commence, et peut-être qu'effectivement arrivée à 25, 26, 27 ans, elle commence à mûrir et à comprendre que le porno doit plus être simplement effectivement un support masturbatoire en fait, qui se consomme de manière Kleenex, mais qui peut permettre effectivement aussi de faire circuler des idées, d'éveiller certaines choses et d'être effectivement un véhicule artistique et politique comme tu l'as dit à partir des années 80. Puis je pense aussi que c'est une position qu'elle a en tant que performeuse. Enfin, c'est aussi une période où il y a énormément un conflit idéologique, enfin ce qu'ils appellent les sex wars, genre, ou les porn wars, enfin un peu
une période où il y a un gros clivage entre les féministes hyper anti-pornographie, anti-travail du sexe et au contraire les personnes qui soutiennent ce milieu-là et qui voient une forme d'empouvoirment, etc. Et où je pense qu'elle aussi, elle a, du fait du stigma du métier, enfin du fait de venir de ce milieu-là, de l'apprécier, de voir un peu ce qui est balancé contre, je pense que ça l'a aussi incité à vachement plus se positionner politiquement. Enfin, c'est devenu petit à petit aussi une revendication de sa part, et elle est devenue un peu aussi une tête d'affiche de cette lutte-là, quoi. Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage de l'histoire de la pornographie assez fort. Et aussi, c'est une des rares personnes qui n'a pas changé avec le temps. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'est une personne qui représente une carrière joyeuse, c'est-à-dire une carrière où la personne dans le temps n'a pas renié tout ce qu'elle avait fait. Enfin, n'a pas, par exemple, quand on parlait de Lovelace, ça a été ça. Lovelace, elle est revenue sur ce qu'elle a vécu. Enfin, c'est vrai que le porno, ça peut aussi beaucoup créer ça. Aussi, bon, dû aux expériences qui peuvent être vécues dans le métier, mais dû aussi à ce que les personnes dans l'industrie subissent comme stigmatisation. Ben, au bout d'un moment aussi, ça fait que tu regrettes parce que tu te dis qu'au final, ça a brisé ta vie. Et Annie Sprinkle, pour le coup, je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours gardé un discours assez similaire sur la pornographie. Ben c'est ça qui est étonnant dans le film. C'est vrai que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'humour parce que elle garde ce personnage. Donc là, elle a 45 ans grosso modo au moment où elle fait ce film, et elle veut garder ce personnage comme ça d'ingénu en jouant. À un moment, je crois qu'elle lance le film. Elle dit bon que la première scène que j'ai fait, j'avais 19 ans. C'était il y a 2 semaines. Je crois qu'elle dit en plaisantant. Voilà, donc elle a beaucoup de recul sur elle-même. Et c'est ça que je trouve très marrant dans le film, c'est que d'une certaine façon, elle pirate ce que tu peux attendre du porno mainstream, c'est-à-dire que vous voulez que je joue l'ingénu, vous voulez qu'on joue simplement sur le côté divertissant du porno. Le dispositif, comme tu l'as dit, c'est quelques fauteuils de cinéma et un fond vert qui est censé représenter l'écran de cinéma. On est dans quelque chose de très divertissant. Il y a même un plan sur du popcorn. Enfin, tu vois, il y a un côté au début, consommation de divertissement, consommation agréable du porno. Effectivement, comme tu le dis, elle ne renie pas ce côté-là et elle dit oui, on est là pour s'amuser. Mais vous voulez m'entendre ma voix comme ça, la Betty Boop de grande enfant innocente. Je vais vous donner ça, mais derrière, le décalage, c'est que non, je suis quelqu'un de très conscient du métier, de très politisé. Je suis une femme de 45 ans qui a évolué et qui va vous amener vers d'autres pistes dans la façon dont vous allez regarder le porno. Je trouve ça très habile, quoi, cette façon de à la fois ménager un spectateur hétérosexuel basique américain d'abord, je pense, qui effectivement se dit bah là je vais voir les meilleurs moments des films de Annie Sprinkle, puisque c'est ça qu'on a à l'écran derrière elle, hein. C'est des scènes explicites, et donc le film montre clairement de la pornographie, et petit à petit elle va effectivement pirater, pas dévier complètement le spectacle, mais effectivement inséminer différentes petites choses beaucoup plus nuancées que ce qu'on peut imaginer du porno des années 70. Mais moi j'aime bien aussi qu'on revienne au début du porno. C'est vachement intéressant parce que tu vois, déjà dès cette première période, tu te rends compte que il y a des personnalités comme elle qui sont des aventuriers, il y a des personnalités très diverses dans le porno. C'est pas simplement des producteurs aproguins qui ont compris le filon avec l'ouverture des cinémas porno dans la 42e à New York. À un moment, elle parle d'une réelle femme. Quand elle montre des images d'un film, on comprend que c'est une parodie pornographique d'un film d'horreur. Elle dit voilà, cette réelle, elle voulait faire des films d'horreur, elle a toujours voulu faire des films d'horreur. Elle a pas pu passer dans le circuit du film d'horreur, et donc elle est passée par le porno, et ça nous rappelle qu'il y avait beaucoup de connexions, de porosité entre les deux à l'époque, hein. William Lustig, le réalisateur de Maniac par exemple, a commencé dans le porno. Billy Bag, c'était son pseudonyme dans le porno comme réalisateur à New York dans les années 70. Wes Craven a fait The Fireworks Woman. Voilà, on se faisait la main sur le porno pour ensuite avoir un tout petit peu plus de budget, mais on restait quand même dans des petits budgets et accéder à un film d'horreur, un thriller, un film de blaxploitation. Parfois on faisait des allers-retours aussi. Je crois que Wes Craven, c'est le cas, hein. Il avait déjà réalisé La Dernière Maison sous la gauche, qui repasse par le porno. Donc ça, c'est intéressant de rappeler aussi, voilà, qu'il y avait des gens qui avaient peut-être aussi, voilà, des velléités de réalisation, qui prenaient au sérieux ce qu'ils faisaient dans le porno. Et après, elle parle d'un réalisateur masculin qui lui est fan de Ingmar Bergman, qui quand il composait sa scène se référait à des choses de cris et chuchotements, ou je sais plus exactement, Persona. Donc voilà, c'est aussi amusant de voir que dans les années 70, les personnalités dans le porno n'étaient pas simplement des pornographes bas du front, mais c'était aussi des gens qui avaient parfois des ambitions artistiques, avaient parfois des envies et aussi déjà une certaine maturité dans la façon dont ils concevaient l'exercice de la réalisation, de la représentation de la sexualité. Après, je pense que c'était une autre vision de la pornographie aussi à l'époque, c'est-à-dire que déjà c'était des cinémas. Je pense que résultat aussi l'expérience de la pornographie, elle se vivait comme l'expérience d'un film, c'est-à-dire que t'allais en salle à plusieurs pour voir un film, ce qui n'est plus notre cas aujourd'hui vu que le porno s'est individualisé. Et ben je pense que aussi l'aspect mercantile en fait du porno a pris le dessus là-dessus et a tué tout l'aspect
côté artistique de la pornographie, enfin, même si elle persiste, hein, évidemment, mais, et c'est vrai que, en fait, enfin, moi, je sais que je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, qui est justement cette période-là, pour ça, en fait, parce que, c'est vrai qu'en effet, plein de réals ont navigué différents milieux, ce qui voulait dire aussi à l'époque que on considérait que faire de la pornographie était un moyen quand même de réaliser, dans le sens où ça démontrait son aspect de réal dans les films, et qui fait qu'après on pouvait avoir des budgets pour faire d'autres films de d'autres genres, mais on considérait quand même que la pornographie pouvait démontrer de prise de choix de réalisation, enfin, D'un savoir-faire je trouve technique que aussi, hein. C'était une exactement, équipe technique entière. Là, c'est du 16 mm plutôt ce qu'on monte, mais on a eu ouais, aussi du 35 mm un peu étoffé avec des belles lumières. Quand on voit des pornos un petit peu plus tardifs des années 70 et début des années 80, on a des films qui effectivement ont des vrais dispositifs. Les performances d'acteurs, elles sont ce qu'elles sont. Voilà, oui. les acteurs, les actrices. Bon, c'est pas pire que dans certaines séries B d'horreur où t'as aussi dans des slashers parfois des performances qui sont pas très calibrées, quoi. Le porno avait de la gueule à l'époque et avait des moyens et ressemblait vraiment à du cinéma techniquement proche du cinéma traditionnel, comme on dit. En fait, tu sens aussi que, mais bon, après, c'est là où, malgré l'impression de gain de liberté, au final, je pense que le conservatisme a gagné aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte de comment, même si à l'époque, il y avait peut-être des libertés individuelles moindres, etc., ou en tout cas, enfin, des violences, etc., aussi, en fait, tu te rends compte qu'on a quand même réussi à isoler, par exemple, la pornographie vraiment, aujourd'hui, par exemple, enfin, considérer le porno comme un genre équivalent aux autres genres dans le cinéma, c'est compliqué, en fait, Ouais. enfin, déjà parce que l'industrie s'est écroulée, n'existe plus vraiment. Je trouve ça intéressant, en fait, de voir la différence entre le traitement d'avant et maintenant, enfin, de comment on traitait ça différemment. Après, je rebondis sur le truc du jeu d'acteur, et ou justement sur le fait aussi de comment la pornographie donne accès à des choses auxquelles je trouve qu'on n'a pas accès. Enfin, moi, je trouve que la pornographie, ça peut être un bon moyen de court-circuiter plein de trucs. Par exemple, je sais pas, moi, je suis pas actrice, j'ai pas appris à être actrice, et je suis premier rôle dans un long métrage. Enfin, genre, un truc qui n'arrive pas normalement, quoi. Un truc où tu galères toute ta vie en tant que comédienne, à devoir faire des castings à non plus finir pour arriver à voir ça. Et moi, je l'ai fait, enfin, mais parce que, en effet, dans le porno, on s'en fout de savoir si tu joues très bien, enfin, genre, c'est pas très grave, enfin, genre, pareil pour, il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, réalisent des longs métrages ou des courts, mais n'auraient pas, en fait, la possibilité de faire produire ça dans le milieu du cinéma, entre guillemets, traditionnel ou classique, quoi. J'aime aussi cette liberté que donne le porno là, enfin, ça fait partie des milieux, je trouve, où il y a quelque chose de presque ludique un peu. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas, en tant qu'actrice, genre, je me dis, mais c'est ça, enfin, genre, j'ai l'occasion de jouer des rôles avec du texte, alors que jamais je l'aurais fait dans un autre cas, enfin. Et puis j'ai Je trouve l'impression que... peut-être que comme ce qu'on va te demander est quand même pas évident de se préparer à se montrer nu et à se montrer dans Mm. des performances sexuelles, j'ai l'impression que ça te demande à un moment d'arrêter de te poser trop de questions et de Ouais. foncer. C'est aussi ça qui fait que, comme tu l'as dit, t'as pu éviter de passer par des étapes par lesquelles les autres passent. C'est parce qu'il y a un moment, faut sauter le pas et c'est le cas pour les gens qui sont devant la caméra, mais aussi pour ceux qui sont derrière. Ça vient aussi du fait qu'il y a plein de films porno qui manquent peut-être beaucoup d'ambition et Ah bah, bien sûr. Et de budget, souvent aussi. d'ambition et de budget. Donc du coup, bon, forcément, ça débranche plein de questions que tu te poserais si tu avais plus d'argent et te prendre davantage la tête sur le contenu de ton film. C'est un peu une formule qu'on dit dans un épisode sur deux sur plein de genres différents, mais l'énergie du do it yourself, en fait, Ouais, le charme du complètement. côté on fonce et on se pose pas trop de questions sur nos capacités, on arrivera bien avec un esprit d'équipe à réussir à faire un film, en fait. Et en plus, ça, pour le coup, ça y est, même dans le porno mainstream. Enfin, le côté do it yourself, enfin, je trouve que c'est un milieu qui, en effet, a toujours eu un petit côté un peu DIY, ouais. Mais aussi parce que je pense qu'il n'y a pas de distance, les gens ne font pas trop de distance avec le porno. Il y a une consommation qui est tellement particulière de ce genre-là. Enfin, c'est pas comme si les gens vraiment s'installaient devant un écran pour scruter le moindre faux raccord dans un porno, quoi. En général, les gens le consomment d'une manière un peu plus légère, quoi. Il y a moins de snobisme, tu veux dire, il y a moins Il y a moins... d'hierarchie dans la Exactement. cinéphilie, oui, bien sûr. Cela dit, quoique, parce que sur Feu Pornhub, enfin Feu pour nous, mais Ouais. il y avait un gars qui commentait sur toutes les vidéos de Pornhub, il faisait une critique de la literie des films porno. Je trouvais ça génial. En gros, il disait ouais, voilà, ben le film est super, mais c'est dommage, ça se voit que les oreillers c'est du viscose, ça se sent dans la scène, vraiment, voilà. Ou sur un autre film, j'ai beaucoup aimé le choix de la soie pour le drap, vraiment, ça apporte un aspect très sensuel. Enfin, j'étais en mode yes, il y a des gens qui font même attention à la literie, au final, comme quoi. Pour en revenir au film à Her Story of Porn, comme tu l'as dit, effectivement, elle a commencé donc à faire des performances dans les années 80, à devenir productrice. Dès 82, elle choisit de devenir productrice, c'est-à-dire je vais réaliser, produire moi-même. Donc finalement, elle s'émancipe des darons qui gèrent le porno à l'époque, décide d'assumer d'être elle-même une
une créatrice. Voilà, c'est ça que je veux dire, de plus être un objet, mais d'être la créatrice du porno dès les années 80. Et je pense qu'effectivement, ce que tu as dit sur, il y a un retour de flamme conservateur, puritain, qui a fait que le porno est resté ghettoisé d'une certaine façon, et c'est un petit peu rabougri, c'est un petit peu replié sur lui-même. C'est ce que donnera le Gonzo dans les années 2000. Voilà, le porno qui se base simplement sur la performance, sans besoin de scénario. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit dans son parcours à partir de 82, de cette date, donc les différentes périodes, faut expliquer qu'elles s'inscrivent à l'écran. On voit une année, et c'est chapitré en fait. Son documentaire, on va dire, elle change de tenue, et elle explique le changement d'époque. Donc on voit que elle et sa co-réalisatrice Carole Lee ont réfléchi justement à bien expliquer comment elles ont senti l'évolution du porno. Et c'est vrai que tu vois, dans les années 90, début 90, elle parle d'un des films qu'elle a réalisé, et elle dit voilà explicitement, à ce moment-là, j'ai été frustrée, un peu déçue de pas être reconnue et de pas me reconnaître moi-même complètement comme une artiste. C'est-à-dire qu'elle faisait déjà du porno depuis une quinzaine d'années, elle était déjà elle-même productrice depuis presque 10 ans, et voilà, elle parle d'un des films où elle se dit voilà, là c'est vraiment le film que j'ai fait avec dans l'esprit un besoin de combler mon ego d'artiste et de me dire mais est-ce qu'on va vraiment reconnaître ça comme de l'art. Et moi-même, elle a ce complexe-là à ce moment-là. On est quand même en 90, c'est quand même longtemps après ses débuts, et je pense que comme tu dis, ça correspond aussi au fait que en face on lui renvoie pas la balle, on lui renvoie pas les choses n'ont pas évolué pour lui dire bah oui, maintenant le porno est un art reconnu par différentes institutions culturelles, artistiques. Bon, t'avais un peu à l'époque Jeff Koons qui effectivement faisait des séries pornographiques, ça doit être à peu près pareil au début des années 90, avec sa femme de l'époque, la Cicciolina. Voilà, il y avait un peu ces trucs-là, bon, qui faisaient un peu scandale à l'époque quand même, hein, mais bon, le porno restait quand même dans son ghetto à ce moment-là. Donc on voit ça dans les années 90. Puis après, dans la dernière période traitée par le documentaire, la période qui est la période contemporaine au documentaire, on va dire, là elle parle aussi plus simplement de son rapport en tant qu'artiste, que professionnel dans le porno, mais j'ai l'impression qu'elle enlève des couches dans son ego, dans sa personnalité, pour revenir à son rapport en tant que femme en fait. Et ça c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle se dit, est-ce que j'ai pas oublié dans tout ça, qu'est-ce que c'est en fait d'être une femme, d'avoir un corps féminin présent à l'écran, de l'exposer, qu'est-ce que ça veut dire de vieillir. Déjà dans le cinéma classique, on sait que les actrices savent que c'est difficile de vieillir aux yeux du public, on rejette ça, et c'est hélas malheureux, mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui en 2020. Bien sûr, Et là d'un coup elle se met à réfléchir davantage, revenir à mais avant d'être une professionnelle j'étais une femme, et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des poils, des rides, des formes, des questions qu'elle s'est pas posées pendant 25 ans et qui viennent à ce moment-là. Et là je trouve que effectivement on entre dans une autre période qui est effectivement est davantage présente aujourd'hui dans le cinéma porno, même si c'est vraiment à la marge, ce qu'il n'y avait pas jusque là dans le porno, c'est-à-dire que c'était vraiment pour assouvir les envies d'un public très généralement masculin. Et là va commencer dans le porno, et c'est peut-être elle qui a été précurseur dans ce cinéma, et c'est peut-être effectivement avec ce documentaire qu'elle a vraiment posé une pierre à cet édifice, c'est qu'il y a un dialogue de femme à femme. On sent que là elle s'adresse à un public qui est aussi un public féminin, tu vois. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas jusque-là, des femmes pouvaient aussi aimer regarder des pornos aux années 70-80, mais là on a vraiment l'impression qu'elle réfléchit, qu'elle va dialoguer, qu'elle va interpeller, elle va faire un travail sur sa féminité, qui doit à un moment questionner aussi la féminité des spectatrices qui sont là, et même dialoguer avec les hommes sur quel est votre rapport à tout ça, quoi, au corps féminin. C'est des questions qui n'étaient pas là jusque-là et qui arrivent finalement assez tardivement, à partir de 97. Tu sais, le film qu'elle fait, la séquence qu'elle tourne nue dans la forêt, entre les arbres. Mais je trouve que ça me parle même aussi de quelque chose qui est intéressant dans la pornographie, qui est la différence entre la performance et l'intime. C'est-à-dire que, en tant que acteur, actrice de porn, tu crées de la performance avec quelque chose que les gens normalement utilisent dans leur intimité, c'est-à-dire ta sexualité, enfin ton corps, etc. Mais où t'arrives à camoufler d'une certaine manière ton intimité à toi, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus vulnérable, enfin de l'intimité, pas forcément de juste ta nudité ou ta sexualité, mais de ta vulnérabilité, où je trouve que là aussi, ce dont elle parle, c'est aussi un peu de ça, c'est-à-dire de genre, qu'est-ce que l'intimité qui lui reste aussi, enfin, c'est-à-dire parler de ses rides, enfin, de justement de son corps qui vieillit, enfin, c'est intéressant aussi de voir, t'as beau être exposé pendant des années sur un écran, il te reste encore des zones d'intimité dans le sens de vulnérabilité que tu sais pas comment montrer, sur lequel t'as encore de la pudeur. Je trouve ça très beau, en fait, voir l'endroit où les performeurs et les performeuses de X ont encore de la pudeur, enfin, de la gêne, de l'humain, quoi, enfin, quelque chose, vu que c'est en plus des personnes qu'on déshumanise très facilement, enfin, je trouve que c'est assez beau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis ça questionne aussi l'idée de fiction, d'artificiel, et l'idée du réel qui s'introduit dans tout ça, parce que c'est vrai que t'as l'impression que dans les films qu'elle montre
les séquences qui s'enchaînent assez vite dans la première partie, dans les années 70-80, où effectivement on passe par plein d'actes sexuels très différents, de fétiches différents, tout ça. Je sais que ça existe dans la vraie vie et que des gens ont ces pratiques-là, mais là t'as l'impression que c'est vraiment, oui, du spectacle. Il y a quelque chose de l'ordre de la fiction, du quelque chose d'artificiel. C'est une forme de cinéma, c'est du fantasme. Vous êtes là parce que vous fantasmez sur telle chose, elle est représentée à l'écran, mais c'est complètement décorrélé de votre véritable sexualité. Entrez dans ce cinéma, vous verrez des choses que vous n'osez pas pratiquer. Tu vois, il y a l'impression qu'il y a quelque chose autour de ça dans la façon dont les films sont faits. Là où, progressivement, t'as l'impression qu'elle essaie de mettre du réel dans le film. C'est ce que tu disais sur la pudeur, sur les réflexions sur le corps. Et elle en profite aussi pour dire, mais quelle est réellement la sexualité des femmes? Elle commence à s'interroger aussi là-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus ça avance, plus elle va vers des performances qui sont des performances solo, des performances entre femmes, de la masturbation. La séquence dont j'ai parlé avec les arbres, c'est une séquence de masturbation. Il y a tout un passage qui est très éducatif, le moment où effectivement elle veut faire acte d'éducation, de pédagogie et de partage, on va dire, et d'interactivité d'une certaine façon. Ça passe autour de la masturbation, l'anatomie intime d'une femme qui n'était pas questionnée jusque-là, tu vois. Et donc là, d'un coup, commence effectivement à surgir d'une certaine façon une question sur la réalité, le vécu dans les sexualités féminines, qui n'était pas là au début, où on est effectivement sur du spectacle, sur quelque chose d'extravagant et plutôt décorrélé de la réalité, en fait. Mais en plus, je pense que c'est hyper intéressant parce que ça amorce ce que va être le porno un peu féministe alternatif par la suite, mais aussi un porno auquel je m'oppose un peu parfois, justement sur cette notion de réalité, parce qu'en effet, elle finit un peu là-dessus, sur justement genre comment montrer le réel, enfin comment, bon bah voilà, au final tout ça c'est de la performance, mais comment est-ce qu'on pourrait montrer vraiment la sexualité, naninana. Ce qui est par exemple un peu un des points de création de par exemple Erika Lust, qui est un peu une des grandes prêtresses un peu du porno alternatif, enfin féministe, etc. Mais où je trouve que résultat, ça parle aussi de ce qui, au final, est devenu une injonction aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans le porno, par exemple, féministe, alternatif, il y a un peu cette injonction à la réalité, mais est-ce que c'est quoi qui est vrai, etc. Ce qui, en plus, est un peu la base de la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie, il y a intrinsèquement l'aspect voyeur de la pornographie, c'est l'idée de voir quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire de comprendre l'indicible. Enfin, il y a une autrice là-dessus qui est géniale, qui s'appelle Linda Williams, qui a écrit un livre qui s'appelle Hardcore, qui est super sur l'explication de la pornographie et sur le truc de dire, ben voilà, en fait, par exemple, la pornographie a commencé à prendre des éclairages très crus et des gros plans pour essayer de voir ce qu'on ne peut pas voir, d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible, pourquoi est-ce qu'on a du plaisir. Et je trouve qu'au final, le fait qu'elle parle de ça, le fait que ça soit devenu aussi une mouvance dans les années après 2010, 2020, enfin voilà, aujourd'hui, mais qui est devenu un peu aussi un diktat, c'est-à-dire un peu ce truc de il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit réel. C'est aussi pour ça, par exemple, que 2000-2010, c'est l'avènement de l'amateurisme. Et l'amateur fait fureur. Et aujourd'hui, la création de contenu. Enfin, c'est un peu cette idée de quelque chose de vrai, on voit le réel. Il y a presque un côté où genre, j'aime aussi l'aspect performatif de la pornographie dans cet aspect de... c'est une performance, quoi. C'est quelque chose dans laquelle aussi le performeur ou la performeuse apporte une créativité et pas juste se donne, dans le sens donne de sa vérité. Enfin, il y a un côté où genre moi j'aime bien l'idée de me dire en fait j'ai un personnage dans mes films, donc j'imagine une sexualité à ce personnage, un comportement à ce personnage, mais je ne montre pas dans le fond qui je suis dans mon intimité à moi. Et pour le coup, Annie Sprinkle, je trouve qu'elle se cloisonne pas complètement dans justement ce côté vérité. Elle apporte cette idée au fur et à mesure de sa carrière, mais quand tu vois les dernières œuvres qu'elle montre dans le film, il est question d'une sirène, deux femmes sirènes, d'un threesome comme on dit, d'une scène avec un homme et deux femmes sirènes. Donc il y a quand même un dispositif qui est quand même pas quotidien, pas banal. Donc on est quand même loin de pratiques sexuelles qu'ont les gens tous les jours avec un décor, avec tout ce qui est mise en scène en fait, donc qui participe d'un spectacle. Parce que effectivement le risque aussi, comme tu disais, d'aller simplement vers le voyeurisme, c'est aussi de réduire le champ esthétique de ce qu'est le porno. C'est-à-dire que là où le porno essayait d'élargir un petit peu le champ de ce qu'on pouvait représenter et que ce qui était considéré comme obscène qu'on ne devait pas représenter, là on le représentait dans le porno, on représentait des parties du corps et on représentait des pratiques qu'on n'était pas censé voir. Là le problème c'est que si tu t'en tiens à la réalité statistique de ce que chacun fait et ce qui ça représente vraiment, ce que le public doit s'identifier, et tu vas au contraire vachement réduire les pratiques, tu vas réduire l'esthétique, les dispositifs complètement fous que tu pouvais voir jusque-là. Or Annie Sprinkle, on sent qu'elle s'est beaucoup amusée justement d'être dans un film qui touche à un moment au film d'horreur avec un fantôme jaloux, d'être déguisé en sirène à tel moment, d'être sur scène avec telle chose, d'avoir des maquillages exubérants, et tout ça
fait aussi partie du plaisir du spectacle en fait, même si c'est un documentaire, on sent qu'il y a pas beaucoup d'argent et son dispositif à elle est assez minimal quoi, c'est-à-dire effectivement ses sièges de cinéma et un fond vert derrière, mais voilà, c'est quand même habillé, là aussi c'est quand même mis en scène et elle garde le personnage qu'elle avait dans le porno, elle garde quand même le plaisir de jouer ce personnage avec cette petite voix et ce côté très maniéré de femme-enfant. Je pense qu'en fait, la chose la plus importante, c'est d'arriver à garder la pluralité de la pornographie. Enfin, qu'il puisse à la fois y avoir des pornos mainstream et des films de sirènes et des films où c'est une caméra posée. Je trouve que pour ça que ce film aussi, je l'aime beaucoup, c'est que c'est un documentaire, en même temps, c'est un peu un film porno, vu qu'il y a vraiment des scènes explicites dedans, et puis il y a des passages qui sont vraiment très longs, où t'as vraiment la scène quasi en entier. Et en même temps, un film hyper éducatif, je trouve. Enfin, je sais que par exemple, c'est un des premiers films où j'ai vu une scène avec un homme trans qui est opéré et comment vrai, ça ouais. fonctionne. Enfin, je trouve que c'est hyper rare comme image, c'est quelque chose qu'on voit peu, c'est hyper instructif. Ouais, ça a plein de formes ce film et je trouve qu'il montre bien aussi et dans ce qu'elle raconte aussi, dans en effet toutes les périodes qu'elle traverse, ça montre en effet tout ce que peut être la pornographie quoi, toutes les facettes qu'elle peut avoir et qui sont chouettes à développer quoi. Don't let him film you. Once he gets you on camera, captures you on celluloid, then he is done with you. You can deny it all you want, but deep down you know it's true. On passe au deuxième film, Memorabilia, un film réalisé par Charles Loom et Todd Verow, réalisé en 2025, donc un film tout récent. Alors là, on était plutôt du côté de l'hétérosexualité, même si effectivement il y avait déjà une diversité des sexualités chez Annie Sprinkle. Là, on est davantage dans la vie sexuelle d'un homosexuel, de deux hommes homosexuels. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce documentaire, nous pitcher le concept du documentaire? Ouais, c'est un peu entre du documentaire et de la fiction, un peu ce film, parce que tu suis l'histoire d'un homme et tu comprends en fait, il te raconte un peu toute sa vie sexuelle, amoureuse, de ses débuts jusqu'à, je sais plus si le film va vraiment jusqu'à la fin, mais un peu de tout le parcours d'une vie. Et c'est un film qui est fait uniquement avec, enfin oui et non, mais plus ou moins uniquement avec des images d'archives. Et c'est un documentaire en effet dans le sens où la plupart des images, mais pas toutes, sont des images d'archives de la vie en fait des deux réals. C'est un mélange d'images d'archives des années 70 et 80 d'un des deux et des années 80 et 90 de l'autre et certaines images qui sont contemporaines. Et l'idée un peu c'est de mélanger toutes ces archives. Et ouais, c'est un peu un film hybride, enfin personnellement que je trouve très touchant en fait comme film. Ça fait partie un peu des journaux intimes filmiques, en fait, audiovisuels, dont on a pu parler dans Bizarroid. On avait eu, par exemple, Heart of a Dog de Laurie Anderson. Plus récemment, on a eu Anne-Charlotte Robertson avec ses reels, Five Years Diary, ses différentes bobines, différents reels, qui sont aussi en Super 8. Là, c'est du Super 8, je pense, pour la plupart des images qu'on a. Voilà, et qui donc parlent de la vie intime de la réalisatrice ou du réalisateur à la première personne. Comme tu l'as dit, donc, on a beaucoup de matériel d'archives et on a forcément des séquences qui sont reconstituées au moment où le film se fait, parce que il y a des séquences où tu te dis bah oui, là c'était pas possible techniquement qu'il ait pu filmer ça à ce moment-là. Je pense notamment à une séquence assez amusante avec le sapin de Noël. Voilà, il se répand sur un sapin de Noël, sur des boules de Noël. Bon, il raconte une anecdote et on se doute d'ailleurs que c'est même pas vraiment ça qui s'est passé, mais il l'exprime à l'écran de cette façon-là et la métaphore c'est celle-là, voilà, c'est fuck Noël d'une certaine façon, les conventions de la famille à Noël, de l'ordre bourgeois et le moment joyeux de Noël, alors qu'à ce moment-là, il a une rupture douloureuse et voilà. Bon, il y a ces éléments-là, l'aspirateur c'est pareil. Ces plans-là d'aspirateur, moi, c'est une de mes parties préférées du film, parce que c'est hyper drôle d'avoir le point de vue. Bon, il y a un plan avec le point de vue du tube qui est très très drôle. Et puis après, il s'amuse avec une séquence en image par image, en stop motion, comme si l'aspirateur prenait vie d'une certaine façon. Il y a de l'humour beaucoup dans le film. Il y a un humour un peu provoque. C'est un peu différent du ton de Annie Sprinkles. Là aussi, il y a des images très explicites dans le film. Il y en a moins que chez Annie Sprinkles, mais il y en a quand même. Il y a effectivement des pénis en gros plan. Il y a un acte sexuel vers la fin du film. Mais voilà, il y a le côté, bon, je vais parler
explicitement de sexe, ça peut être vu comme quelque chose de graveleux. Vous allez aussi peut-être remettre en question moralement certains de mes choix. C'est pas grave, je me confie complètement, je vais au bout de l'exercice. Et donc pour faire passer ça, il y met forcément de l'humour pour montrer qu'il a quand même une distance par rapport à ça. Puis c'est aussi intéressant parce que ça te montre donc le parcours sexuel de deux hommes en réalité. Et on commence dans les années 70. On voit bien que c'est pas forcément évident de vivre sa sexualité, son homosexualité dans une petite ville un peu paumée aux États-Unis. À ce moment-là, quand on arrive enfin à trouver un partenaire, c'est pas toujours très glamour et c'est parfois très trivial, c'est parfois assez déceptif, c'est parfois sordide. Je sais pas si on tombe carrément dans le sordide dans tout ce qu'il raconte, mais donc il a besoin de faire passer ça aussi par l'humour et de détachement de la situation. Elle a pris cette tournure et c'est pas très glorieux. Et, vous imaginez la tête que j'ai fait à ce moment-là. Mais voilà, il y a de l'humour, il y a de la distance dans ce qu'il raconte. Moi, je pense que c'est ça qui t'intéresse aussi. Le côté vraiment, alors la documentaire, le côté on a un document, on a un témoignage de la vie sexuelle d'un gay à ce moment-là. C'est vrai que c'est rare d'avoir ce récit de manière aussi brute, de manière aussi explicite dans un film. Bah, c'est vrai que je trouve que c'est toujours une question un peu de quelles sont les archives LGBT, qu'est-ce qu'on voit, enfin des histoires d'individus à des périodes où, ou encore aujourd'hui, mais où en tout cas les sexualités sont moins tolérées, sont même parfois pas légales, enfin, et où je trouve que c'est toujours beau d'avoir accès à ça, notamment un peu sur des aspects de journaux intimes, enfin c'est-à-dire en effet, bah, c'est un des trucs qui me plaît dans ce film, c'est l'humour, mais en plus qu'il y a un humour très, bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire un humour très typique des personnes gays, des personnes LGBT, c'est-à-dire un humour face à l'adversité aussi. La vie est faite ainsi, autant en rire. Enfin, genre, je trouve qu'il y a quelque de presque cynique un peu, enfin, de presque désabusé aussi là-dessus, mais je trouve ça très beau. Et en plus, je trouve que le film, en effet, il est très explicite, enfin, il est très cru à des moments. C'est toujours la question de, en final, c'est peut-être un peu ça ma question entre les trois films que je choisis, c'est est-ce que c'est du porno? Parce que bon, c'est pas simulé, enfin, c'est des actes réels, en même temps, c'est tellement traité sous l'aspect du souvenir que presque ça s'efface un peu l'aspect hyper cru des images. Mais je trouve que c'est un film qui est très poétique, enfin, il est très beau dans le choix des images, enfin, il y a plein d'images de paysages, de neige, il y a tout un rapport sur les bâtiments qui s'écroulent, il est assez beau là-dessus, sur les univers qui mélangent, enfin, les images qui mélangent, quoi. Bah, c'est intéressant parce que tu te demandes en fait ce qui vient d'un parti pris de ce qu'il veut raconter, d'un parti pris scénaristique, des idées qu'il a réellement écrites et de ce qu'il a pu faire une fois les contraintes qui sont des contraintes techniques. C'est marrant parce que là encore on peut y voir de l'humour. Au début le film ça commence, il y a cette musique effectivement très planante et il a écrit j'aurais voulu une chanson de Soft Cell, je sais plus si c'était Tinted Love. Bon, j'ai pas pu acheter les droits. Bon, imaginez que là la musique c'est Soft Cell, c'est vraiment marrant. En fait, il y a tout ça dans comment il a réussi à composer le film, comme on dit, des souvenirs et comment il a pu représenter ses souvenirs, évoquer ses souvenirs à certains moments parce que donc soit il aurait fallu qu'il filme effectivement ce qu'il s'est passé à ce moment-là, mais comme il peut pas, donc il est obligé d'illustrer avec à la fois de l'archive et des choses un peu reconstituées, mais il y en a finalement pas tant que ça. Et du coup, ça donne quelque chose qui, d'une certaine façon, fonctionne très bien parce que c'est en lien thématique avec le film. C'est-à-dire que le film, il parle justement du fait que l'homosexualité à ce moment-là aux États-Unis, bah, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir frontalement, qu'une majorité du public a plus de mal à affronter visuellement. Et donc l'homosexualité, elle était clandestine à l'époque, hein, on peut dire. Il raconte les lieux de drague par lesquels il est obligé de passer, tout ça, et que donc voilà, il y a quelque chose de très clandestin, quelque chose qui ne doit pas être montré, ni même dit, ni même raconté. Du coup, c'est intéressant qu'il soit obligé de bricoler son film un peu de bric et de broc parce que finalement, ça correspond aussi au fait que cette sexualité peut pas être montrée frontalement. Donc le côté je n'arrive pas à le montrer, ça retranscrit aussi le côté clandestin, le côté tabou presque de cette sexualité. Et à d'autres moments, il montre frontalement son sexe en érection à la caméra, une éjaculation, un acte sexuel à la fin. Il y a ce paradoxe entre moi je l'ai vécu comme ça, donc forcément il y a des images fortes dans ma tête, et le souvenir que j'en ai, c'est aussi le souvenir de quelque chose qui se passe dans des sous-bois, qui se passe dans le secret des chambres, dans la pénombre, dans les choses comme ça. Donc le film, il est effectivement, il alterne dans ce paradoxe entre quelque chose de très explicite et comme tu l'as dit, parfois de très épuré, avec en plus cette musique ambiante très épurée comme ça, très planante, où ça te représente aussi un peu le souvenir qui s'estompe, quelque chose auquel tu peux plus accéder parce que c'est le passé révolu, et aussi quelque chose qui te rappelle aussi que d'une certaine façon, t'es pas censé voir ça dans du cinéma classique, t'es pas censé voir de manière aussi frontale un pénis en gros plan et une pénétration entre deux hommes à la fin du film. Je pense que c'est pas simplement un accident heureux le fait que le film ait cette forme-là un peu fluctuante. Les deux réalisateurs s'interrogent et du coup ils t'interrogent toi
soit spectateur ou spectatrice, quel rapport on a clairement à ces images? Et ça revient à ce que tu Ouais. dis sur la pornographie. Est-ce qu'on peut le montrer? Est-ce qu'on peut pas le montrer? Est-ce que je suis gêné de le voir? Est-ce que je suis pas gêné de le voir? Est-ce que lui-même il est peut-être gêné de le montrer? Est-ce qu'après il le regrette? Est-ce qu'il a une espèce de honte, Ouais. de pudeur rétroactive après? Tu vois, il y a tout ce mélange d'émotions contraires, d'émotions fluctuantes qui fait aussi la saveur d'une sexualité. Hein. Et à un moment, l'excitation, la façon dont l'excitation retombe, et le film a cette forme-là d'une certaine façon. Ouais, ben, je trouve que ce que tu dis est assez intéressant sur qu'est-ce que c'est se dévoiler et qu'est-ce qu'aussi montrer ce que les gens ne veulent pas voir, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que c'est parler de l'intime, enfin de son intimité à soi, de son histoire à soi, mais en même temps, ben, quand ton histoire elle traverse par exemple une histoire politique dans un pays, ben, qu'est-ce que ton intimité dit aussi d'un pays, d'une politique, enfin être gay, montrer le fait d'être gay, ben en effet c'est un enjeu politique, c'est quelque chose que des gouvernements n'ont pas voulu qu'on voit, enfin c'est aussi des archives qu'on efface, ouais, des images qu'on ne tolère pas, qui sont censurées, et donc ben, parler de sa vie, c'est aussi montrer ces images-là, mais en effet c'est aussi la question de bon ben est-ce que pour des raisons politiques il faut tout montrer, est-ce qu'il faut tout dévoiler parce que il faut parler de ces sujets-là, est-ce que il faut tout dire de soi-même, enfin je trouve que c'est hyper intéressant comme espace justement de réflexion d'une narration, enfin en fait comment tu réfléchis cette narration-là. Bon après le film n'a pas non plus une revendication hyper politique non plus comme sujet dans le film, mais c'est quand même assez présent, je trouve aussi d'une certaine manière. Voilà, et là aussi ça fluctue, tu vois, il y a des choses qui sont très Ouais, explicites où il parle beaucoup, et puis par contre quand il montre des flics qui arrêtent des homosexuels, tu vois, un lieu de drague homosexuel, tu comprends que c'est ça parce qu'il te donne pas tous les éléments. Il y a une ouais, illustration à un moment où c'est probablement l'un des deux qui a filmé des flics en train d'avoir un comportement probablement abusif envers ouais, des homosexuels, ou peut-être c'était une manifestation, je sais pas exactement, pour les droits LGBT. Il y a des hommes qui sont à genoux avec les menottes dans le dos, mais il n'y a pas de commentaires par-dessus. Donc là, par exemple, comme tu dis, il le montre, mais voilà, et c'est pas surligné par un ouais, discours militant, mais non, il t'indique que oui, bah c'était aussi ça le contexte social dans lequel ma sexualité prenait place. L'un des deux réalisateurs, donc l'aîné du duo à mon avis. Et voilà, ouais, c'est un film qui fluctue dans les degrés d'explicite en fait. Alors pas simplement l'explicite des images par rapport à la pornographie, mais aussi l'explicite de la façon dont tu vas dévoiler tes sentiments sur, là encore, on en revient à la question de pudeur. Il y a des moments où effectivement ils sont très prolixes, ils sont très bavards pour raconter comment ils ont vécu leurs expériences sexuelles. Et à d'autres moments, oui, il y a une certaine pudeur. Il laisse place quand même à une part de mystère, en fait, presque de poésie. Et ça parle aussi du souvenir, de la notion de souvenir, des souvenirs que, oui, on garde en mémoire, mais qui commencent à s'effacer, dont on comprend pas vraiment le sens. C'est-à-dire, on sait pas vraiment comment le représenter, quelles images mettre sur le récit dont on garde le souvenir. Mais finalement, le sens de ce souvenir commence à nous échapper, commence à échapper à ces réalisateurs également, avec le temps qui passe. C'est très bien rendu par cette forme très étrange où ça bavarde beaucoup. Il y a une voix off qui te raconte un souvenir en entier, et l'image, c'est quoi? C'est une balade dans un parc national américain, et c'est pas plus que ça, tu vois, il y a tout un passage où il parle d'une rencontre qu'il a fait, et c'est simplement des images du road trip de ce moment-là, mais il n'y a pas l'acte ouais, sexuel, donc c'est juste la route, les paysages, la forêt, c'est très beau. Forcément, tu sens la nostalgie, tu sens cette empreinte nostalgique qui est ouais. portée par le grain de la Super 8, même si notre génération, on n'avait pas une Super 8 pour nos films de jeunesse, ça a quand même une touche Oui, c'est hyper codé comme image, et bien donc sûr. voilà, le soleil à travers les arbres, et le mec te raconte un truc en rentrant vraiment dans un détail, en utilisant parfois des termes un peu graveleux, enfin tu vois, il se prive de Ouais, rien verbalement, mais à l'image, il y a quand même une pudeur parce que il va pas reproduire, il va pas refaire une scène en reproduisant un acte sexuel. Il voulait pas faire tout le film de cette façon-là, donc voilà, tout ce qui me reste c'est ça, et puis voilà, ça montre aussi ce qui m'échappe, ce qui n'est plus là, ce moment que j'ai cueilli à ce moment-là qui n'est plus présent. Il y a aussi des très belles images aussi avec une plage, l'histoire d'un maître nageur sur lequel il tombe amoureux. oui, Pareil, t'as des très belles images au soleil couchant. C'est pour ça qu'il est très étrange ce film, c'est que à la différence de Her Story, où très vite elle te prévient, d'ailleurs elle fait un disclaimer au début du film, elle te dit tout le monde est majeur dans la salle, est en train de... oui, ouais, Et oui, et allez, on est parti. Attention, vous allez voir des pénétrations en gros plan, et là, d'une image d'un coucher de soleil, une image qui peut être très cryptique, qui peut être très symbolique, d'un coup, paf, suit
un sexe en gros plan, quoi. Donc Ouais, c'est ouais. beaucoup plus bigarré sur la forme, et en même temps t'as cette musique qui lie le tout, en fait, qui donne quand même une Mm. impression de cohérence au tout. Cette musique là aussi qui donne un côté très mélancolique. Le fait que le film est explicite, je trouve que ça met vraiment cet argument de dire, mais en fait, la sexualité appartient à la vie, et de ce fait, elle appartient au souvenir. Et où il y a un côté où je trouve ça assez beau aussi, ce côté de dire, bon après plus un argument sur le cinéma en général, mais je trouve que souvent dans le cinéma, la représentation du sexe, elle parle souvent juste d'un état amoureux des personnages. Enfin, c'est le classique un peu, bon bah tu fais coucher des personnages ensemble dans un film juste pour qu'on comprenne qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et où je trouve que dès que des films montrent le sexe comme autre chose, enfin c'est-à-dire aussi comme ça raconte quelque chose des personnages, ça raconte quelque chose de leur état. Enfin bon là c'est moins de la fiction, il y a beaucoup d'aspects documentaires là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant en fait de dire ben oui, le sexe appartient à la vie, appartient aux souvenirs qu'on a dans une vie, et où de ce fait si tu fais un film sur tes souvenirs, ben il y a aussi des souvenirs sexuels dedans en fait. Enfin il y aura aussi forcément des images de ça si on refaisait le film de la vie de la plupart des gens quoi. Ouais, et puis ça appartient pas, comme tu le dis, la façon dont on romantise le truc dans un grand récit avec au centre de cette histoire effectivement la relation amoureuse et Mm. la sexualité qui est corrélée directement à ça. Et voilà, là, il y a des moments où c'est pulsionnel, je dirais pas ça. Quasiment quand ils évoquent leur adolescence, on est quand même dans l'excitation de la puberté. Donc il y a un truc comme ça, et puis le moment passe, et puis on passe à autre chose, et puis ça surgit parfois dans des moments où on s'attendait pas à avoir une relation sexuelle, un camp d'été. Enfin, je vais avoir une relation avec un garçon, ce qui est, on comprend que là aussi, c'est compliqué, et il a enfin cette expérience. Ah bah tiens, c'était une belle parenthèse dans la journée auquel je m'attendais pas forcément. Et puis la personne, tu la revois plus. Et c'est aussi ça que raconte le film, c'est aussi une succession de moments que tu peux revisiter avec plaisir, mais qui appartiennent pas forcément à une grande trajectoire claire de ta sexualité. Ce film, je trouve qu'il montre clairement, il affronte clairement la question de l'excitation, d'un désir, d'une envie qui surgit soudainement. Ça assume d'avoir des personnages qui sont mus par d'un coup Mm. un désir sexuel sans trop se prendre la tête. Voilà, là il faut que je Ouais. réponde à cette envie à ce moment-là, tu vois. C'est quelque chose qu'on veut pas trop voir aussi dans des représentations. Ouais. C'est pas simplement l'acte sexuel en lui-même. La pornographie te montre aussi l'excitation sexuelle, la libido en fait. Voilà, la Ouais. libido des personnages. T'as un peu tendance aussi à la masquer, à l'atténuer dans un cinéma classique. À part le thriller érotique où là on s'amuse effectivement à te montrer des personnages qui Oui. sont guidés par leurs instincts et des choses comme ça. Mais voilà, dans le cinéma traditionnel, on va avoir tendance, je trouve, à atténuer la libido des personnages parce qu'on trouve que sinon ils vont perdre de leur dignité, de leur glamour aussi. Là, dans Memorabilia, les deux réalisateurs assument que certains de leurs actes, de leurs comportements sont aussi guidés, mus par leur libido. Donc c'est intéressant parce que ça te parle de ce qui s'est passé sur le moment pendant les actes sexuels, mais ça te parle aussi de tout ce qui se passe en amont dans le cerveau humain avant l'acte sexuel, et ça te parle aussi de ce qui se passe en aval, ce qui se passe après la redescente post-coitum, quoi. Oui, complètement. Et même, je trouve ça assez chouette quand le cinéma arrive à raconter des échecs aussi là-dedans, enfin le doute. En effet, souvent dans le cinéma, le sexe il est très monolithe, enfin genre il est très unique et un peu, enfin pour ouais, de nouveau comme je disais, pour un seul but, enfin ou un peu d'une seule manière. Et c'est souvent aussi beaucoup de sexe réussi entre guillemets, enfin genre alors que je trouve qu'il y a quelque chose de très bon. Bon après, le porno a aussi ses défauts là-dessus. Enfin, je trouve que le Bien porno ne sûr. montre pas assez l'échec dans le sexe, par exemple, Mm. l'aspect d'essayer, enfin l'aspect d'échec, l'aspect Ouais, inabouti en de tout cas de certaines ouais, c'est ça. relations. Oui, complètement. Et puis l'aspect un peu marrant, enfin un peu Ouais. grotesque que peut ça peut avoir quoi. Souvent, ben, ça revient un peu sur le truc du réel et le fait de demander du réel aux acteurs et actrices dans le porno. C'est souvent un truc que je dis, c'est que en vrai de vrai, si on devait représenter la sexualité que chacune a dans la vie à l'écran, ça serait assez ennuyeux parce que je pense qu'en fait c'est pas si fou que ça. Enfin souvent le vrai sexe, vu que c'est quelque chose qui est basé sur le sensoriel, c'est pas forcément hyper, ça marche pas à l'image quoi. Enfin genre ça fait pas forcément des super bruits, ça fait pas sûrement des super mouvements, et où je trouve que justement bah oui en effet ça se voit dans ce qu'on choisit de représenter dans la sexualité dans le cinéma de manière globale, c'est que bah, même dans le cinéma dit classique on représente rarement l'aspect un peu bof et boring et grotesque de nouveau de ce qu'est le sexe dans la vraie vie quoi. Donc voilà, ouais, Memorabilia, c'est vrai que c'est intéressant parce que voilà, pas simplement sur l'acte sexuel, sur les actes sexuels qu'il raconte, mais ouais, effectivement sur tout le contexte dans lequel
se place ces actes à la fois dans la vie du personnage, dans un contexte plus large et dans un décor, parce que c'est vrai que c'est un film qui est très beau formellement, parce que ça te raconte aussi des choses qui touchent aux rencontres de vacances. Tous les deux, on sent que c'est des gens qui ont voyagé, c'est aussi les rencontres que tu fais au gré des road trips. Si vous avez pas envie d'écouter ce qu'il raconte sur sa sexualité, bah écoutez, vous coupez le son et vous regardez juste vous regardez juste des belles images de, je sais pas, de Yellowstone ou de... Il y aura juste quelques pénis au milieu, faites gaffe, C'est mais à ça. part ça, C'est sinon ça, il y c'est a ça des qui est super très belles étonnant. images. Et c'est ainsi que le petit vampire troqua sa vie éternelle en échange du chemin vers la lune. Le cœur rempli d'espoir et la gorge nouée d'amour, il se lança éperdument dans cette quête épineuse. Il s'en alla vaincre les terribles Mogoudou, fouetta le brûlant désert d'Emile Bèze et culbuta la mer Adriabite. Il n'avait que faire des dangers. Seul l'amour de la lune guidait ses pas. On termine avec le court-métrage Once in a Full Moon du collectif Band James Bond, un collectif belge. Je pensais qu'ils étaient français comme ils sont francophones, mais tu as bien fait de me préciser qu'ils étaient belges. Donc là, un court-métrage très récent aussi, 2025, comme Memorabilia. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Once in a Full Moon? Ouais, donc c'est un court-métrage, c'est un film qui est un conte de fées, entre guillemets. C'est l'histoire d'un petit vampire qui est amoureux de la lune, sauf que la distance de la Terre et des hauts ciels font qu'il ne se voit jamais. Et le petit prince va partir en quête de pouvoir retrouver sa lune. Et c'est un film que je trouve très stylisé, enfin avec une esthétique très forte, très théâtrale, très expressionniste, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui. C'est un film dont je voulais parler pour parler du travail des collectifs de porn, parce que Band James Bond est un collectif ami de mon collectif qui est La Branlée, qui est un collectif de création pornographique, et parce que justement je trouve que c'est un film qui est intéressant aussi sur son aspect explicite, mais aussi sur l'esthétique que le film crée. Ah oui, là on est vraiment dans une direction artistique poussée Ouais, jusqu'au bout. On est vraiment dans un univers. C'est ouais, vraiment un univers ce film. Il y a quelque chose qui rappelle bien évidemment Pierre et Gilles. Hein. On peut ouais, dire clairement. Moi je pense à l'image où le petit vampire regarde la lune et il y a des larmes qui sont, tu sais, posées. ah, C'est magnifique, des espèces de petites perles pour faire les larmes. Il y a vraiment un côté Pierre et Gilles. Il y a vraiment un côté icône de Pierre et Gilles parce que comme tu ouais, l'as dit, on est sur un conte. Donc on part des figures un peu archétypales du conte. Un vampire, la lune, un espèce de démon, même la narratrice au début qui raconte l'histoire, très bien croquée comme des petites images dans un livre d'illustration. Donc forcément, on va les iconiser, on va au maximum pousser l'esthétique, la façon dont ils sont maquillés, habillés, la façon dont la lune est stylisée, qui rappelle un peu la lune, bien sûr, la Georges Méliès, c'est-à-dire c'est une lune avec un ouais. visage. C'est absolument magnifique. Je sais pas si t'as vu Silencio, Silence, le dernier film de Casanova, Eduardo Non, je Casanova. l'ai pas vu. Bah, c'est normal, c'est tout récent, moi j'ai eu la chance de le voir au Ouais. pif. C'est un film qui est magnifique et qui rappelle vraiment ça. C'est aussi une histoire de vampire d'ailleurs et c'est Ah également yes. un film qui est très esthétique et qui travaille des questions bien évidemment LGBT qui Mm. intéressent déjà ce réalisateur depuis déjà une dizaine d'années. On déplace un argument fantastique, gothique dans un contexte plus contemporain pour des questions autour du sida, autour d'une relation lesbienne, autour du temps qui passe aussi et des relations amoureuses déceptives qui usent les personnages au fur et à mesure des siècles. Et j'ai trouvé que c'était un film très réussi et ça me rappelle beaucoup Once in a Full Moon, avec d'ailleurs des choix esthétiques assez proches. Tu vois, les teintes de violet qu'on retrouve dans le court-métrage, voilà, et puis une esthétique baroque, héritée du baroque, et que tu remets un petit peu quand même, que tu modernises. En plus, le film s'amuse avec plein de formes différentes, c'est-à-dire que comme j'ai dit, il va y avoir du maquillage, il va y avoir des moments d'animation, il va y avoir un peu Ouais. du compositing, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'acteur qui se déplace dans le cadre, mais une partie est dessinée par-dessus. Il y a quand même un Mm, peu du décor construit en vrai. Il y a tout un travail sur l'éclairage aussi dans certaines scènes où c'est vraiment la lumière qui habille les personnages, qui habille l'ambiance du film. Le démon est plongé dans une lumière rouge, par exemple. La lumière, il fait pour beaucoup. Il y a vraiment une démonstration de savoir-faire technique et artistique qui est mm. Ouais. assez dingue, circonscrit à moins d'une demi-heure de film, de voir autant d'art, de formes d'art développées et compilées. Ça nous rappelle que c'est aussi ça, hein, le cinéma. C'est aussi des images, Ben du oui. son, c'est aussi tous ces plaisirs-là. Et là, vraiment, ouais, tu prends un grand plaisir, tu savoures vraiment quelque chose qui rappelle un très beau livre d'images.
mais avec effectivement un message et quelques plans qui correspondent pas forcément à ce à quoi tu pensais quand tu étais enfant, qui appellent à d'autres considérations, à d'autres thématiques qui arrivent dans ta sexualité en tant qu'adulte. Mais après, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi aussi ce film, c'est que, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des années 70 et d'une période où le porno était aussi un tremplin, des lieux d'expérimentation pour aller vers d'autres choses, etc., bah, que j'aime beaucoup dans ce film et dans le parcours que c'est pour le collectif de Bang James Bond, c'est justement ça, c'est que c'est un collectif qui vient du porno, mais qui a toujours eu un porno très artistique. Enfin, vraiment, je conseille d'aller voir toute leur filmographie. Bon, elle est pas énorme, mais ils ont plein de films super. Et où je trouve que justement, bah, ce film-là, qui pour le coup, bon, il y a des plans explicites, non simulés, mais on va pas dire quand même que c'est la teneur principale Non. du film, c'est assez peu présent. Mais justement, je trouve que, enfin, pour moi, il y a quelque chose de presque qui rappelle cette époque-là, enfin, qui réveille un peu cette époque où, bon, ben, on peut mettre un tout petit peu de porno dans son film, et c'est pas pour autant du porn, mais ça l'est un peu. Mais Mm. j'aime aussi les films où les gens s'amusent à le faire et ça se voit. Ouais. Ça transpire à l'image que vraiment c'est quelque chose où le cœur y est mis, la joie y est mis. Enfin, il y a quelque chose de très beau là-dedans, quoi, qui se sent et qui est très très fort, quoi. Aujourd'hui, ben justement, les collectifs dans la pornographie, il y en a plein, notamment en Belgique. La Belgique est un pays truffé de collectifs de porn. C'est justement un peu chouette d'avoir ces initiatives-là qui renouent avec une ancienne manière de faire la pornographie, qui est un petit peu plus libre. C'est aussi des collectifs sans thunes, résultat, il n'y a pas de pression de production, Non, bien de sûr. répondre à des critères de prod. Et là, en plus, bah, pour le coup, ce film-là de Bang James Bond est quand même un film extrêmement produit pour Ah le oui. collectif, et je trouve ça assez beau, quoi. Mais là aussi, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que il y a effectivement deux, trois images pornographiques dans le film. Ça soulève une question qu'on évacue totalement. On se pose même pas la question de se dire, mais dans tel récit, quand je raconte un récit dans du cinéma classique, dans tout ce qui n'est pas pornographie, donc il y a le porno, comme on l'a dit, qui est ghettoisé quelque part, et dans tout le reste du cinéma, il y a des plans que je ne peux pas mettre, et en même temps, ça apporterait vraiment quelque chose au récit. Ça apporterait vraiment quelque chose esthétique à ce moment-là, et tu peux pas le faire parce que c'est des conventions, voilà. Puis ça veut dire une interdiction à moins de 18 ans aussi. Il y a des vraies répercussions forcément Bien sûr, ouais. matérielles, bien sûr, dans des films, et c'est tout à fait normal pour la protection des publics sensibles. Et on va pas remettre ça en question, mais j'avais fait un podcast que les auditeurs et les auditrices peuvent écouter sur Caligula de Tinto Brass, produit par Bob Guccione, et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment étonnant parce que c'est un film qui est pornographique. Alors, c'est très particulier parce que Tinto Brass n'avait pas fait une version clairement pornographique, c'était de l'érotisme poussé, mais pas pornographique. C'est son producteur qui a tourné des scènes pornographiques en cachette, donc c'est pas une œuvre totalement, comment dire, intègre dans son identité, voilà, bon. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'autres exemples d'un film qui a coûté aussi cher. C'est un film qui avait coûté 18 millions de dollars, il me semble, pour l'époque. C'était un énorme blockbuster. Un blockbuster avec de la pornographie dedans. Quelque chose par rapport à la décadence de Rome, et montrer des grands tableaux. Tu sais, il y a une espèce d'arche, un grand bateau dans une pièce où une orgie se tient. C'est peut-être l'orgie avec les femmes des sénateurs, d'ailleurs, dans l'histoire de Caligula. Et tu te dis, mais voilà, ce film-là, c'est autoriser des choses que les autres ne peuvent pas s'autoriser. Ouais. Bon, il y a des films dans lesquels, effectivement, tu te dirais que ça n'a pas sa place, que ce serait complètement superfétatoire, et ça pourrait être effectivement un truc pour aguicher le spectateur. Mais il y a d'autres moments où tu te dis, mais oui, c'est dommage. Les motifs esthétiques qui peuvent apparaître grâce à la sexualité sont complètement chassés, ou alors sont montrés Ouais. de manière très symbolique dans les films. Tu peux avoir une forme qui va t'évoquer quelque chose de phallique, tu peux avoir une forme qui va t'évoquer des courbes, une paire de fesses ou quoi, ou des seins, tu vois. Oui, Mais oui. c'est quand même très rare. Là, par exemple, je trouve que tu vois l'idée de la fleur avec un sexe féminin, bah, c'est très beau, elle est très belle Ouais. d'abord cette fleur, c'est très réussi. Et tu dis, bah oui, là on est dans le registre du conte, voilà, ils peuvent se permettre ces choses-là. La lune, bah Ouais. oui, elle a une paire de fesses. C'est ça qui est beau dans ce court-métrage, c'est que ces artistes-là qui sont indépendants, qui sont pas soumis effectivement à une pression commerciale, peuvent se permettre des choses que tu regrettes de pas voir dans certaines autres œuvres. Ouais. À partir du moment où tu sais que ça va être un public averti qui va le voir, un public mature, tu te dis, mais c'est dommage qu'on Ouais, ait bah, pas complètement. quelque chose d'inventif par rapport à nos parties du corps, à nos pratiques sexuelles, à tout ce que ça veut dire. La sexualité, elle est présente dans des histoires, même sans que le film soit clairement un film qui tourne, enfin directement autour de ça. Il y a une charge érotique, tu vois, dans Batman le défi, il y a du Mm. sexe partout avec Catwoman, la charge érotique qui porte ces personnages-là. On a plein d'exemples comme ça. On pourrait compléter ça avec des images inventives, folles, créatives. Finalement, c'est des petits indépendants qui peuvent se le permettre. Évidemment, c'est ce que tu disais, le fait de respecter les interdictions d'âge et tout, c'est très important. Il faut pas tout montrer à tous les publics, etc. Mais je pense que le cinéma, il gagnerait à défendre aussi les intérêts de la pornographie aussi pour ça. Enfin, je trouve qu'en fait, enfin, il y a la possibilité en soi de mettre des scènes explicites dans son film, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est relativement autorisé que à des grands
grands noms du cinéma. Enfin, c'est quelque chose qui va Mhm. pas ternir ton film si tu t'appelles Lars von Trier ou si tu t'appelles Gaspard Noé, ça ira. Mais de manière globale, normalement, c'est compliqué de vraiment mettre des scènes explicites dans un film. Et où je trouve qu'en effet, parfois c'est dommage. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de films que je regarde où je me dis, ah, j'aurais bien voulu voir un tout petit peu. Enfin, ça aurait été très beau et ça aurait été intéressant de Mais voir oui. la suite, de voir enfin ce qui se passe. Et où je trouve qu'il y a un côté où c'est dommage que il y ait pas, enfin, il y a dans l'art et dans le cinéma une revendication de ça, mais je trouve que aussi parfois il y a un peu une volonté de se détacher, enfin, d'avoir très peur de l'étiquette de la pornographie. Enfin, c'est-à-dire que faut faire attention, plein de personnes qui veulent qu'on dise qu'elles font du cinéma. Enfin voilà, que c'est pas la même chose parce que aussi la pornographie a gagné une image très ternique du fait de ces dernières décennies. Mais il y a des opportunités créatives et artistiques qui se perdent à ne pas oser s'aventurer là-dedans ou à ne pas Mhm. oser aller au bout de quelque chose, quoi. Des initiatives là comme Band James Bond, ben, au final il y a une liberté qui est folle en fait, que je trouve trop belle, qui peuvent se permettre de prendre dans ce court-métrage, bon, comme dans d'autres films. Bah, par exemple, c'était un des autres films que j'avais proposé, mais c'est le cas aussi de ce que fait Fort Chamber, par exemple. Fort Chamber, je pense pas que ce soit vraiment un collectif en Non, soi, mais c'est c'est Vex Ashley qui est derrière ça. Je pense qu'elle ouais, est, tu vois, c'est voilà, vraiment la figure de proue de qui est une c'est ça, artiste ouais, britannique qui a fait les Beaux-Arts, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une ouais. artiste plasticienne et qui est effectivement est aussi une performeuse X. Bah, t'as cité Erika Lust. Il me semble qu'elle a commencé dans les productions d'Erika Lust, puis donc elle a créé son propre site internet, sa propre marque, qui est For Chambers, qui effectivement se détache du tout venant de la pornographie, parce qu'il s'agit à chaque scène expérimenter esthétiquement quelque Mm. chose, expérimenter une photo différente, toujours très léché. C'est là aussi des dispositifs. Je me rappelle d'une espèce de gloriole inversée, par exemple, qui est juste Ah une ouais, boîte. C'était très intéressant. Celui que tu as choisi aussi, c'est pas aussi haut en couleur et aussi non. flamboyant et bigarré que Bam James Bond. Au contraire, c'est quelque chose qui est très tenu sur un plan fixe. Une femme qui vit différentes relations sexuelles subies. On a l'impression parfois, c'est assez éprouvant à regarder. C'est violent quand même, hein. Et c'est Ouais, justement ça. C'est est-ce que tu soutiens en fait un plan fixe comme ça ben, c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est que je trouve que c'est un film hardcore, mais où le cadrage fait que tu vois rien, parce que le cadrage est vertical et résultat, ça coupe complètement toute la scène. Et je trouve que c'est hyper intéressant sur comment montrer le hardcore sans le montrer forcément. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, l'aspect hyper dur de la scène, il se capte par plein de choses qui ne sont pas les actes en lui-même. C'est un film qui a pas de gros plans, Mm. ce qui est inexistant dans la pornographie aujourd'hui. Et en effet, le plan fixe, enfin quasi tout du long, en effet, ça rajoute à l'aspect presque dur de la scène. C'est un des premiers films que j'ai vu quand je me suis intéressée à la pornographie alternative, etc. Enfin, en tout cas, le travail de Fort Chamber. Et vous savez que ce film-là, il m'avait percuté en effet là-dessus en me disant, ah ouais, c'est dur à voir et en même temps, c'est un peu fascinant justement dans ce dispositif-là, quoi, dans comment c'est montré. Et je trouvais ça hyper audacieux, en fait, comme manière Ouais. de faire les choses. J'étais assez, enfin, choquée dans tous les bons sens du terme aussi. Ouais. Enfin, Et puis c'est de je trouve, l'expérimentation, donc ça veut te ouais, dire, vous voyez, on peut le faire aussi. On peut montrer une ouais, intensité d'une scène d'une autre façon. Ne partez pas ouais, du principe que il faut faire comme ça. Regardez, je fais différemment. On voit quand même les expressions faciales de l'actrice. On complètement, voit ouais. le corps qui commence à la fatigue de ce qu'elle vit. Je sais pas exactement comment le Ouais. film est fait, mais voilà, il y a quelque chose autour de l'usure, de la répétition qui marche complètement à l'écran. Tu le ressens complètement, ça te choque. J'ai pas eu besoin de Puis, te montrer la pénétration directement avec un gros plan et mhm. tu vois, ça fonctionne. Donc c'est aussi à ça que ça sert. C'est aussi défricher des choses qu'on n'aurait pas pensé possible. Moi, ce qui m'avait plu quand je l'avais vu, c'était le côté de me dire, ah, mais ça, c'est du porno alternatif. Et c'est l'aspect de se dire, en fait, le porno alternatif, le porno féministe, c'est pas forcément un truc sirupeux, doux, et enfin, ça peut avoir plein de formes. Enfin, ça peut être aussi du sexe hardcore. Enfin, ça peut être un truc un peu violent, ça peut être la représentation de la violence. Enfin, Fort Sherman, ça a été ça, mais par exemple, il y a tout le discours de Paolita Papel, qui est une personne qui a ouvert une boîte de prod qui s'appelle Hardware, qui a essayé de rendre féministe le gangbang. Et je trouve des dialogues de femmes qui justement sont pas du tout dans le côté ah mais nous on veut un porno tout doux et tout mimi et qui se murmure. Enfin non non. Pareil aussi. Enfin les pratiques elles peuvent être diversifiées et ça peut rester du porno alternatif, ça peut rester féministe. Je trouve ça hyper chouette quoi. Bah oui, c'est l'intérêt d'aller chercher un peu dans le porno ce qui se fait de plus élaboré, voilà, et avec Mhm. effectivement des esthétiques parfois très très abouties, très réussies. Là, Ouais. pour le coup, le collectif Band James Bond, et effectivement, comme tu le disais, Fort Chambers et d'autres personnalités comme ça. On est parti du porno en montrant les premières images de Her Story, où on voyait le porno des années 70 qui était vraiment très rudimentaire, très archaïque, et avec une qualité d'image assez sommaire à cause de l'absence de moyens. Aujourd'hui, on voit qu'on a une qualité numérique, qu'on a les moyens même
avec peu d'argent, on a le moyen, si on se donne l'ambition, si on a les bonnes idées, de faire quelque chose d'assez soigné, de se rencontrer, d'unir nos forces dans des collectifs, parce que les informations circulent plus vite, donc on peut aussi se rencontrer et travailler ensemble. Et voilà, c'est très bien qu'il y ait certaines personnes qui essaient de maximiser en fait tous les potentiels du porno sur les différents plans, que ce soit ce que ça va raconter comme discours plus ou moins frontal, et l'esthétique, et la technique, et aussi quand même l'efficacité des scènes et des performances aussi. En tout cas, Once in a Full Moon et d'autres films porno un peu seront visibles justement à notre festival, au Nikon Festival, qui est le festival qu'on organise avec La Branlée. À la clé, hein, c'est ça, c'est au cinéma La Clé. Ouais, ça sera au cinéma à La Paris. Clé en avril. Voilà, donc pour les Parisiens et ceux qui peuvent se déplacer, je pense que c'est quand même très intéressant d'assister à un festival de cinéma qui choisit justement ces images autour de la sexualité. Apaisé, le doux visage de la lune disparut dans le souvenir de cette nuit miraculeuse. Tandis que le petit vampire, qui avait troqué son éternité contre une flamme d'amour, implosa dans la nuit et disparut pour toujours. On raconte que de cette union mystérieuse émergea nombre de poussières qui se dispersèrent sur la surface de la terre pour y envelopper les âmes mélancoliques et solitaires. Un chant d'amour que la lune chaque soir murmure, légère.